Bonsoir à toutes et à tous. De qui est cette déclaration? D'un point de vue militaire, ma crainte est de faire en sorte que l'Iran ne se dote pas de capacités nucléaires, mais l'augmentation du nombre et de l'efficacité des missiles balistiques et de leurs drones offensifs nous inquiète beaucoup. En résumé, le général Kenneth McKenzie, chef de commandement central américain, confirme à quelques semaines de la fin de son mandat ce que la majeure partie des Israéliens s'efforcent à faire comprendre. Sans inclure le programme balistique iranien, l'accord nucléaire ne sera non seulement pas efficace, mais il injectera des centaines de milliards de dollars dans l'économie de guerre et terroriste des gardiens de la révolution. Et Océane Nicole, justement, Kenneth McKenzie, vous avez exactement, bonsoir Océane, les détails de ces déclarations. Tout à fait, donc c'est donc le commandant du CENTCOM qui a donc déclaré ces derniers jours que l'Iran disposerait de 3000 missiles balistiques et le régime des Mollahs qui a fait, ce sont ces déclarations, qu'enrichir son arsenal militaire, nucléaire, on le sait aussi, l'Iran qui a fait finalement de son programme balistique là sa priorité, ce sont donc là des missiles de longue portée qui pourraient atteindre des villes israéliennes dans le centre du pays. On parle notamment de Tel Aviv, mais en tout cas, selon le général McKenzie, eh bien, pour l'instant, l'Europe ne peut pas être atteinte. En tout cas, selon lui et pour le général, eh bien, ces missiles sont extrêmement préoccupants. On va voir ces déclarations au niveau militaire. Ma préoccupation est avant tout qu'il n'ait pas d'armes nucléaires, mais je suis également très préoccupé par la croissance et l'efficacité remarquable de leur programme de missiles balistiques. Le général qui assure également que la sécurité de la région et d'Israël restera évidemment la priorité des États-Unis. Il ne dit pas en revanche qu'il y a plus de 130 000 missiles postés vers Israël au Liban. Tout à fait. Là, il a déclaré seulement 3000 missiles balistiques en Iran, mais en effet, il n'a pas compté les 130 000 à 150 000, attention, missiles et drones, des roquettes, missiles balistiques également, qui seraient donc aux mains du Hezbollah, cette fois en Iran. Faut aussi parler du regain qu'on a vu de tensions presque directes entre Israël et l'Iran ces derniers jours, ces dernières semaines. En début de semaine, on a vu 12 missiles balistiques qui ont visé cette fois Erbil en Irak. Et si on écoute l'Iran, eh bien, c'est notamment un centre stratégique israélien qui aurait été pris pour cible. Silence radio évidemment du côté d'Israël. En tout cas, cette attaque a été donc revendiquée par le régime des Mollahs, par les gardiens de la révolution. Et selon eux, eh bien, cette attaque en début de semaine, eh bien, ce serait une réponse finalement à une attaque attribuée à Israël. Elle se serait passée notamment à la mi-février, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et cette fois, la cible, eh bien, ça aurait été des drones militaires qui auraient causé des dommages importants, notamment à la flotte des drones de la République islamique, puisqu'on a parlé de l'arsenal militaire, des roquettes, des missiles balistiques, mais il y a évidemment beaucoup de drones iraniens et on les a vus qui visent directement les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et même Israël. Merci Océane Nicole. Merci. Xavier Moreau, bonsoir. Vous êtes homme d'affaires et analyste politico-stratégique. Vous habitez Moscou depuis plus de 16 ans et fondateur du site d'analyse géopolitique Stratpol. Avant de rentrer 22 ans. 22 ans, ben voilà, vous me corrigez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur la manière dont se déroulent les combats, comment se déroule la vie économique à Moscou sous les sanctions et éventuellement les contre-sanctions? Écoutez, honnêtement, jusqu'à présent, on n'en voit pas trop la différence, puisque, alors on a vu un petit peu d'inflation, notamment sur des produits importés, mais rien de vraiment significatif dans la mesure où la Russie aujourd'hui, dans les points de vue des denrées alimentaires ou du point de vue de l'essence, hein, qui sont on va dire les produits qui sont les plus critiques, eh bien les prix n'ont pas changé quasiment. Donc de toute manière, les sanctions qui sont prises, si tant est qu'elles aient un effet réel sur l'économie russe, ce ne sera pas avant plusieurs mois. Donc pour l'instant, on ne fait pas trop la différence. La Russie était prête en fait pour ce genre de sanctions, visiblement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le terrain, vous disiez dans un dernier podcast que la Russie est en train d'utiliser la technique ancestrale militaire de Chine, c'est-à-dire une technique de mâchoire. Et pourtant, les renseignements britanniques disent cette nuit qu'il n'y a quasiment aucune initiative de l'armée russe. Est-ce que finalement, ça vous semble surprenant? Vous avez l'air d'être surpris d'ailleurs.
Oui, non, ça veut dire qu'ils ne suivent pas le combat, les combats sur le terrain. Pas la nuit dernière, mais celle d'avant. La Russie a lancé une offensive de 22 heures le soir jusqu'à à peu près 10 heures du matin, qui lui a permis une progression de 8 kilomètres à l'intérieur, en profondeur, à l'intérieur des lignes ukrainiennes, et notamment dans cette partie donc à l'est de l'Ukraine, qui a été fortifiée depuis 8 ans. Vous avez des bunkers, des abris bétonnés, des entrepôts, etc., etc. Donc non, le problème c'est qu'en fait, il y a une première phase de la guerre qui a surpris tout le monde, je pense y compris même les Russes, où on a vu l'armée russe pénétrer extrêmement rapidement au nord et au sud du pays. Mais l'essentiel de l'effort de guerre, il se trouve à l'Est, puisque c'est là qu'est l'essentiel de l'armée ukrainienne. Et de toute manière, de facto, ça fait 10 jours que l'armée ukrainienne est incapable de manœuvrer, n'a plus aucune initiative stratégique. Et on peut dire que le but opératif russe est atteint. Après, la stratégie... C'est-à-dire d'étouffer l'ennemi, parce que hier, on a suivi des déclarations du Kremlin qui disaient que l'armée russe était capable ou n'excluait pas de diriger, de contrôler les grandes villes ukrainiennes. Ça s'appelle quand même une occupation militaire ou pas ? Je pense qu'il y aura une prise de contrôle des grandes villes. C'est déjà en cours à Mariupol, c'est déjà en cours à Kharkov. L'assaut sur Kiev n'a pas encore été donné. Je pense que les Russes aimeraient l'éviter, aimeraient qu'il y ait un cessez-le-feu, enfin en tout cas plutôt que Kiev dépose les armes. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans le sud-ouest de l'Ukraine, dans le sud-est de l'Ukraine, là, une fois les bataillons de représailles, ce que moi j'appelle les ukronazis, éliminés, la Russie n'aura pas occupé le terrain. Les habitants du sud et de l'est de l'Ukraine ne sont pas hostiles à la Russie, surtout qu'ils voient au fur et à mesure que l'armée russe avance que cette armée ne lui est pas hostile et n'a pas l'intention, de toute manière n'a pas les moyens. Il doit y avoir un corps de 150 000 hommes qui a donné l'assaut. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas occuper un territoire plus grand que la France avec 150 000 hommes. Il y a quand même une réelle, clairement, il y a une réelle différence entre ce que vous appelez le commandement, le bataillon Azov, et l'armée ukrainienne, tout de même, sur le terrain. Oui. Ah, tout à fait. Alors, il y a une différence. Cela dit, ce que les Russes ont découvert, et je pense que ça a été leur surprise, c'est que à l'intérieur de l'armée ukrainienne, énormément d'officiers, de cadres ont été recrutés à l'intérieur de ces bataillons. Ce qui explique notamment qu'ils fassent des... moi, j'ai comparé ça, si vous voulez, à la défaite allemande, à la retraite allemande en 1945. Vous savez, Hitler a donné l'ordre du Festung-Befehl, c'est-à-dire, en fait, chaque ville doit devenir une forteresse. Et ça, si vous voulez, ça retarde l'échéance finale, mais ça ne permet pas ni de contre-attaquer, ni de remettre en cause le fait que depuis 10 jours, l'armée ukrainienne, en tant que système coordonné, a cessé d'exister. Mon ancien invité Sergueï Girnov en France, qui est un ancien colonel du KGB, me disait il y a longtemps, il y a 3 semaines déjà, que, alors selon lui, bien évidemment, Vladimir Poutine avait signé la perte de la Fédération de Russie en attaquant. Quelle est votre réaction à ces propos ? Non, moi je pense pas. Si vous voulez, d'après ce que j'ai vu et les analyses auxquelles j'ai pu avoir accès, déjà la campagne militaire ne coûte pas plus cher que l'entraînement habituel de l'armée russe. Ensuite, si vous regardez l'évolution des combats, à mon avis, fin mars, début avril, ce sera la plupart de ces combats seront terminés. Donc je crois qu'au contraire, cette guerre, que moi je ne souhaitais pas, hein, mais après je regarde les choses de manière pragmatique, va au contraire renforcer la Russie. Puisque ça... Oui. Non, c'est très intéressant parce que effectivement, au même moment où vous dites renforcer la Russie qui durcit ses positions sur le dossier du nucléaire, est-ce que là aussi on peut y voir la volonté du Kremlin de dire nous maîtrisons nos sujets ? Je pense que oui. Si vous voulez, vous regardez la manière dont cette offensive a été planifiée, non seulement du point de vue militaire, mais même du point de vue économique, il est clair que toutes les contre-sanctions et toutes les mesures qui ont été prises pour contrer justement les sanctions qui ont été prises étaient prévues depuis longtemps. Et surtout, la Russie a mis en place depuis 2014 tout un système dont je vous parlais au début de cette émission, notamment un système de cartes, la fameuse carte MIR qui remplace la carte de crédit, le système de transfert d'argent interbancaire dans le pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans le fonctionnement de l'économie russe, vous ne voyez pas la différence avec ou sans sanctions. Donc c'est au contraire quelque chose de parfaitement planifié, avec un début et une fin. Vous voyez très bien que l'armée russe ne va pas dans l'ouest de l'Ukraine.
Si vous tirez une ligne entre Kiev et Vinnytsia, hein, vous avez une espèce de carré à l'ouest de l'Ukraine. La Russie n'y va pas, sauf des bombardements à longue distance, comme on a vu contre les mercenaires. Voilà. Donc, mais en dehors de ça, à part ces opérations aériennes, l'armée russe se contente de contrôler le sud-est de l'Ukraine, les ports. Donc ça, effectivement, les rives de la mer Noire et les rives de la mer d'Azov sont quasiment totalement sous contrôle russe aujourd'hui. Et ce qui les intéresse, c'est cette Ukraine qui est, on va dire, russe ou russophone, et aussi qui est le cœur économique de l'Ukraine, puisque c'est la partie industrielle. Je crois que le port de Mariupol, qui devrait bientôt tomber d'ici quelques jours, peut-être même quelques heures, entre les mains de l'armée russe, c'est 20% du PIB ukrainien. On va en parler justement avec mon prochain invité. Merci Xavier Moreau d'avoir répondu à nos questions. 22 ans, bien sûr, donc à Moscou, homme d'affaires et analyste géopolitique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous en prie. À bientôt. Alors, la Russie n'aura pas d'autres options que de rentrer en guerre en Ukraine en février 2022. Cette analyse date d'avril 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Peter Zeihan, analyste américain en géopolitique, et on retrouve tout de suite après l'homme qui avait prédit ces opérations russes en Ukraine. Pendant la période soviétique, la Russie contrôlait 9 portes d'entrée, mais après cette période, ils sont passés de 9 à 2. Maintenant, elle n'en contrôle que 2. 3 avec l'annexion de la Crimée. 5 des anciennes portes d'entrée sont à l'ouest. Et pour que la Russie reprenne ses accès, il ne faut pas seulement qu'elle prenne l'Ukraine, mais qu'elle prenne aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la moitié de la Pologne, la moitié de la Roumanie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et comment cela va se faire ? Il y a plusieurs possibilités et les Russes ont tous les outils pour le faire. Et les Russes ne voient aucune résistance significative. Les sanctions financières ne les atteignent pas et ne les feront pas se remettre en question. Et on vous retrouve donc, Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis. Vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais, et on a pu prévoir ça depuis quelques années. Et vous avez écrit et dit aussi que la Russie avait programmé ses opérations, et en premier lieu, moins pour des raisons militaires, mais plus pour des raisons financières et surtout énergétiques. Ce qu'on va voir au cours des 3 prochains mois, c'est que le programme était d'utiliser l'énergie pour faire voler en éclats l'alliance de l'OTAN. Donc je pense que les Russes sont aussi étonnés que vous et moi quand ils voient à quel point les Européens sont soudés pour imposer des sanctions. Mais dans un futur proche, tous les gazoducs qui passent par la Biélorussie et l'Ukraine ne fonctionneront plus, soit parce que les Russes les auront détruits accidentellement, soit parce que les Ukrainiens les auront fait exploser. Et quand cela se produira, il ne restera que 2 gazoducs, celui qui passe sous la mer Baltique, le Nord Stream, et celui qui passe en dessous de la mer Noire, le Blue Stream. Ils arrivent directement en Allemagne et en Turquie, ce qui veut dire que très bientôt, les Russes vont pouvoir aller à Berlin ou à Ankara et leur dire « Nous pouvons continuer à vous alimenter en énergie, mais vous seulement ». Et uniquement à condition que vous fassiez en sorte que l'OTAN ne puisse pas agir pour défendre l'Ukraine. Et je ne sais pas ce que l'Allemagne et la Turquie vont faire, mais c'est ce qu'il va se passer très bientôt. Ou en attendant, l'OTAN ne fait rien pour le moment. L'avenir nous le dira. Pour le moment, nous sommes encore au début du conflit. Cela fait seulement 3 semaines qu'il a commencé. Peter Zeihan, pour l'instant, le dollar est repassé en dessous de 100, mais vous avez dit en 2017 que le prix du baril pourrait atteindre 300 $. Est-ce que c'est encore réaliste? Parce que si c'est le cas, ça s'appelle clairement un 3e choc pétrolier.
Nous allons avoir un troisième choc pétrolier à l'échelle internationale. Ce qu'on voit pour le moment, c'est que les 2/3 des exportations de pétrole russe qui sont destinées aux pays occidentaux, via les mers Noires et Baltiques, ont commencé à déserter le marché. En effet, les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer les navires qui iront chercher le pétrole, le personnel des ports européens refusera de le charger et les capitaines refuseront de l'acheminer. Donc aujourd'hui, ce sont déjà 3 millions de barils par jour qui ne circulent plus. Et au fur et à mesure que le conflit va se poursuivre, ce sont les pipelines tout entiers qui vont arrêter de fonctionner. Et dans cette configuration-là, nous devrions nous estimer heureux que le prix du baril de pétrole soit de $170 seulement, parce qu'il me semble que $200 est un tarif plus réaliste. Et quand nous en serons là, le président Joe Biden pourra arrêter les exportations américaines de pétrole brut. Quand cela arrivera, le monde n'aura plus accès au pétrole russe et américain en même temps. En Amérique du Nord, le prix de l'énergie est d'environ $70, mais dans le reste du monde, il ne redescendra plus jamais en dessous de $150. Et maintenant, alors que nous essayons de nous adapter aux nouvelles normes, je crois que $300 est un prix raisonnable. $150, $300. Vous avez publié également un livre au nom très équivoque et optimiste, The End of the World is just the beginning mapping of the collapse of globalization. La fin du monde commence à peine, cartographie de l'effondrement de la globalisation. En quelque sorte, je traduis en mots simples, vous êtes en train de dire qu'il va y avoir un nouvel équilibre des forces et donc un Proche-Orient plus explosif. Bigger, but yes. Let's start with the Middle East, though. Oui, quelque chose plus large que ça. Commençons par le Moyen-Orient. Si les prix augmentent vraiment, ça veut dire que le coût de l'agriculture va augmenter lui aussi. Il faut bien garder à l'esprit que la Russie et l'Ukraine sont les 5e exportateurs mondiaux de blé et que la Russie est le premier pays exportateur d'engrais. La dernière fois qu'il y a eu une interruption dans le marché du blé en Russie, les prix ont triplé au Moyen-Orient. Il y a eu des séries de conflits et de soulèvements que nous appelons aujourd'hui le printemps arabe. Ce qui va arriver au 4e trimestre de 2022 sera bien pire que ça. Et je serais surpris que le prix du blé au niveau international ne soit pas multiplié par 4. Au Moyen-Orient, le prix sera largement au-dessus. Et tout le monde va en souffrir parce que l'alimentation dans la plupart des pays de la région repose sur la farine. Il va falloir s'adapter, mais il y aura des répercussions dans le monde entier. Ce n'est pas juste un problème qui concerne la région. Donc, vous pouvez être sûr que les pays du Moyen-Orient vont commercialiser leur pétrole, gagner plus d'argent, et ce sera sûrement avantageux pour des pays comme l'Arabie Saoudite. Mais il faut aussi s'attendre à des restrictions dans le domaine de l'énergie au niveau international. Donc je pense que des pays comme la Grande-Bretagne et la France, peut-être même le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie vont devoir se rabattre sur le pétrole produit par des pays africains pour signer des contrats afin d'éviter que ces barils n'aillent nulle part ailleurs qu'en Europe. Ça leur permettra de faire passer la pilule et d'éviter une envolée des prix. Mais pour les pays qui dépendent déjà du pétrole africain comme la Chine, il s'agit d'une multitude de facteurs catastrophiques. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine le savait? Est-ce que c'est pour ça qu'il a durci ses positions vis-à-vis de l'accord nucléaire? Les Russes et les Iraniens ont toujours formé un drôle de couple. C'est une alliance de convenance. Et si les Américains n'étaient pas présents dans leur système, les deux pays se seraient déjà affrontés. Donc, d'un point de vue russe, tout ce qui peut entraver les exportations d'énergie à long terme est positif parce que ça leur rapportera plus de revenus. Donc, on a vu au cours des 2 dernières semaines que les Russes sont de plus grandes barrières qui existent pour un accord entre l'Iran et le reste du monde. Il y a de nombreuses négociations de paix en ce moment, mais la Russie et l'Iran ne sont pas des alliés naturels. Et au cours des mois à venir, nous allons voir que leur relation va se détériorer. Peter Zeihan, le seul stratège qui a prédit la guerre en Ukraine 5 ans plus tôt, merci. Et au fait, est-ce que vous pouvez prédire quand est-ce que je vais gagner peut-être au loto ? Si j'avais vraiment ce pouvoir, je vivrais déjà sur une île déserte. Je ne le saurais pas, donc du coup, merci à vous et à très vite dans Défense. Tout le plaisir est pour moi. 8 jours. Les attentats de Toulouse auront duré 8 jours avant que le terroriste ne soit localisé et tué. 7 personnes vont être assassinées de sang-froid, 3 soldats français et 4 civils tués parce que juifs. Résumé signé Océane Nicole, on en parle juste après avec l'ancien directeur général de la police nationale au moment des faits.
11 mars 2012, à 16h10, Toulouse. Mohamed Merah met en joue le soldat Imad Ibn Ziaten et l'oblige à se soumettre avant de tirer. Le maréchal des logis-chefs refuse de se rendre. Le terroriste lui dira « Tu tues mes frères, je te tue ». 15 mars 2012, à 14h10, Montauban. Les soldats Abel Chenouf et Mohamed Legouad sont abattus dans le dos. Un troisième, Loïc Lieber, est grièvement blessé à la tête. Il restera tétraplégique. 19 mars 2012, 8h, Toulouse, école aux Aratora. Le terroriste descend de son scooter. Il vise et abat le rabbin Jonathan Sandler avant d'assassiner à bout portant ses 2 jeunes fils, Gabriel 3 ans et Arié 6 ans. Le terroriste poursuit alors la jeune fille, Myriam Monsénégo 8 ans, et l'abat de sang-froid. Durant l'attaque, Brian Bijaoui, âgé de 15 ans, est également grièvement blessé. Le 20 mars, Mohamed Merah est identifié et localisé. Son interpellation est confiée au RAID. Plus de 30 heures de siège plus tard, les policiers d'élite lancent l'assaut et l'éliminent. Ce dernier a réussi à blesser plusieurs policiers. Une action terroriste revendiquée au nom d'Al-Qaïda. 7 personnes ont été assassinées dans ces attaques. Frédéric Pechnard, bonsoir. Aujourd'hui vice-président de la région Île-de-France, et au moment des attaques de Toulouse, vous étiez DGPN, directeur général de la police nationale. Est-ce que ces attaques restent pour vous, Frédéric Pechnard, une sorte d'ombre finalement dans votre carrière? D'ombre, je ne sais pas sur une carrière, mais c'est tout à fait secondaire. Ce qui reste profondément marqué en moi, c'est l'horreur de ces tueries. Et tout particulièrement l'horreur de la tuerie des enfants. Vous savez, avant d'être directeur général de la police, j'ai passé beaucoup de temps dans la police. J'ai été 30 ans policier, notamment j'étais à la brigade criminelle. J'étais sur plus de 400 scènes de crime et on ne s'habitue jamais à l'horreur, et spécialement à l'horreur de l'assassinat d'enfants aussi petits. Et c'est cet acte monstrueux qui me perturbe encore 10 ans après. Vous avez connu effectivement la prise d'otage de l'école de Neuilly, si je ne me trompe pas, vous étiez dans l'anti-gang. Oui, absolument. J'étais au groupe d'intervention au moment de la prise d'otage de Neuilly. En 30 ans de carrière, j'ai participé à beaucoup d'opérations. Là aussi, d'ailleurs, à Neuilly, alors il n'y a pas eu de mort chez les enfants, mais le fait qu'il ait pris en otage 6 petites filles de 3 ans rendait cette prise d'otage particulièrement difficile. Est-ce que, on le sait, Frédéric Pechnard, le risque zéro n'existe pas? C'est impossible d'avoir un dispositif antiterroriste hermétique. Mais est-ce qu'à l'époque, celui de la police était suffisant selon vos termes, selon votre appréciation? C'est-à-dire que nous avons toujours été confrontés en France à la menace terroriste. Je vous rappelle, en dehors des affaires qui ont succédé à l'affaire Merah, mais au moment de Merah, c'était, si j'ose dire, l'an zéro d'un nouveau terrorisme. Mais préalablement, en France, on avait eu les attentats en 95, en 96 à Paris, on avait eu les attentats de la rue de Rennes en 86. Donc nous avons toujours été confrontés au terrorisme, et plutôt d'ailleurs un terrorisme islamique, même si nous avons eu également les années Action Directe où on avait un terrorisme d'extrême gauche. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'ailleurs d'en parler, parce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quand en France, on reste pendant un temps sans avoir d'attentats sur notre sol ou qui touchent nos intérêts, et bien finalement, on a une petite tendance à se dire bon, c'est passé, c'est le passé. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. D'ailleurs, en 2019, vous l'avez dit, je suis vice-président de la région, je suis aussi élu parisien, et nous avons voté avec la maire de Paris, et nous avons inauguré avec, d'ailleurs, il y avait l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard. Nous avons décidé de nommer 2 allées du square Saint-Odile, qui est un square dans le 17e arrondissement de Paris, qui est en face du nouveau centre européen de judaïsme, du nom des enfants tués à l'école Zaratora. Et c'est important parce que ça veut dire que il faut pas oublier jusqu'où peut mener la folie des hommes, et surtout qu'il ne faut pas démobiliser nos forces. Alors pour répondre à votre question, je pense que la police française était, à l'époque, elle l'est toujours d'ailleurs, assez préoccupée de ces choses-là, et nos services de renseignement sont efficaces. Le risque zéro n'existe pas, vous l'avez dit, mais chaque année, les services de renseignement français démantèlent plusieurs opérations terroristes qui donc n'auront pas lieu. En termes opérationnels, Frédéric Pechnard, en termes opérationnels, est-ce que vous faites une différence entre la géolocalisation très rapide du terroriste des attaques de Toulouse et l'opération en elle-même de neutralisation?
C'est-à-dire que, si vous voulez, comme dans toutes les opérations, il y a une part de hasard, une part de malchance. Et évidemment, l'entraînement et le sérieux des gens qui participent à ces opérations doit faire en sorte de diminuer cette part, voire de neutraliser cette part de malchance ou d'imprévu. Mais comme vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas et ma foi, en l'occurrence, l'interpellation de Mohamed Merah s'est passée dans de mauvaises conditions. Nous avons d'ailleurs eu 4 policiers blessés lors de la neutralisation de cet individu, même si, à contrario, l'enquête judiciaire, elle, a été extrêmement rapide et nous a permis très rapidement d'identifier cet assassin. Vous me disiez en antenne, ça sera ma dernière question, Frédéric Pechnard, ancien DGPN, je le dis aujourd'hui, vice-président de la région Île-de-France, qu'à l'époque et toujours aujourd'hui, il y a une vraie coopération en termes de lutte antiterroriste entre la France et Israël. Bien sûr, quand j'étais à la tête de la police nationale, on échangeait beaucoup avec les pays amis, et notamment avec Israël. Vous savez, la moitié des attentats terroristes déjoués sur notre sol proviennent d'informations qui nous viennent de pays amis. Et donc la coopération policière et la coopération de renseignement est absolument indispensable dans la lutte antiterroriste. D'ailleurs, la police d'Israël, après l'affaire Merah, m'avait invité, j'ai donné deux conférences, l'une à Jérusalem, l'autre à Tel Aviv, l'une devant la police israélienne, l'autre devant les représentants d'Interpol, pour expliquer comment on avait... en enquête, en 4 jours, identifié Mohamed Merah. Très intéressant la manière de justement que, et je me souviens très bien parfaitement des débats en France de la manière d'ailleurs qu'il y avait eu certaines critiques concernant la géolocalisation de Mohamed Merah et le fait que eh bien, le côté positif justement de cette opération en Israël est extrêmement intéressant. Merci Frédéric Pechnard d'avoir répondu à nos questions. Merci, je pense que c'est important de pouvoir se souvenir et de ne jamais oublier parce qu'il ne faut jamais baisser la garde face au terrorisme. Et vous avez raison. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. On se retrouve la semaine prochaine, même plateau, même heure, bonne semaine sur i24 News.